Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, il fallait répliquer à Donald Trump et... Tu sais, être uni, montrer un front uni, c'est toujours complexe parce que est-ce que t'es uni quand il en manque un? C'est la question philosophique du Canada. Et quand la province qui manque a peut-être dans son jeu de cartes, parce qu'on a beaucoup parlé de bluff l'as de l'atout. L'as de l'atout, exactement. Vous aurez compris, l'Alberta, le pétrole et la première ministre Danielle Smith qui n'était pas à la rencontre en présentiel, elle était en virtuel, mais elle n'a pas co-signé donc le fameux communiqué conjoint et même au moment où... Et ça, c'est intéressant de voir ça, la conférence de presse finalement qui aura été conjointe parce qu'au début, c'est pas ce qui était prévu. M. Trudeau et les premiers ministres. À peu près au même moment, elle a publié sur les réseaux sociaux une déclaration en disant que Ottawa n'a pas le pouvoir de limiter ou réduire les exportations de l'Alberta et que tant que ces menaces du gouvernement ne cesseront pas, c'est-à-dire de brandir la menace là, de couper par exemple les vannes ou de surtaxer le pétrole, ben, l'Alberta ne pourra pas soutenir pleinement le plan du gouvernement fédéral. Maintenant, pour ce qui est des autres messages qui ont été envoyés, pensons à Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, avec sa fameuse casquette « Le Canada n'est pas à vendre, Canada's not for sale ». J'ai bien aimé la déclaration. C'est rallié, M. Trudeau. Là. Doug Ford, oui, hier, a été vraiment impeccable dans le sens que tout le monde sait qu'il n'est pas un grand fan de Justin Trudeau. T'sais, Justin Trudeau quittant dans 8 semaines, là, le prix serait pas élevé à payer de dire tant pis Justin Trudeau. Non, il y a comme, je trouve qu'il y a eu un sens de l'État hier, comme M. Moe, là, Scott Moe de la Saskatchewan. Écoute, il n'y a rien en commun avec Justin Trudeau. Ils se sont jamais entendus sur rien. Moi, j'ai trouvé qu'hier, Danielle Smith, c'était pas à la hauteur. Puis, comprenons-nous. Quand François Legault dit, nous, là, on serait prêt à mettre l'électricité sur la table, là, tu comprends que c'est pas dans ses plans, puis il veut pas ça. D'ailleurs, Christine Fréchette, sa ministre, était questionnée à la même heure, puis elle disait le contraire. Ouais, elle savait pas. C'est que... Et c'est Ford, encore là, c'est Doug Ford qui l'a mieux exprimé. Il y a un point où tu es au début d'une game de cartes. À la limite, faut que tu bluffes un peu, mais si tu commences à dire au premier tour, moi, je sors pas mon atout, là, je sors pas mon as. Ben là, je veux dire, l'autre bord, il a pas peur de toi, tu sais. Donc, il y a un côté où, au jour 1, il faut que tu sois... Même si tu dis, garde, là, avant qu'on... Exemple, dans le cas du Québec, là, avant qu'on sacrifie les ventes d'électricité, il va falloir qu'ils fassent mauvais, pas à peu près. Ça va prendre toute une tempête économique. C'est pas notre intention. Mais d'avoir le courage de dire à cette étape-ci, oui, tout est sur la table. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est une erreur de la première ministre de l'Alberta de pas... Ça aurait chialé dans sa province temporairement, là, mais je pense que c'est ce qu'elle aurait dû faire dans les circonstances. Là, elle a joué égoïste, elle a joué toute seule. Je comprends qu'elle est en vacances au Panama. Peut-être qu'elle était pas dans l'atmosphère. Tu sais, les rencontres virtuelles, là, excuse-moi, mais c'est pas des rencontres, là. Tu sais, t'es ailleurs, tu parles pas aux gens, t'as pas le placotage. Qui est très important, les discussions de corridor avant. Les discussions de corridor, en tout cas. Mais, tu sais, t'as tous ces efforts pour montrer un front uni. Mais t'as pas l'Alberta. Ben non, c'est sûr que ça vient vraiment le porter ombrage à ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. On était beaucoup dans les métaphores. Là. J'ai bien aimé aussi celle d'Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-Labrador, qui lui faisait une métaphore au niveau du jeu d'échecs en disant, ben on a la reine, on doit laisser savoir la partie adverse à notre adversaire que la reine est là. Ça veut pas dire qu'on va s'en servir. La reine est en l'énergie. La reine est en l'énergie. Et voilà, je te fais entendre les commentaires du premier ministre Justin Trudeau, suivi de François Legault. Ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est qu'il faut répondre aux défis auxquels on est en train de faire face, mais il faut s'assurer que le fardeau soit partagé à travers le pays. On ne peut pas punir une région ou une autre parce qu'elle aura plus d'impact sur les États-Unis. Si M. Trump met en place des tarifs, faut rien exclure. Faut rien exclure, incluant l'énergie, l'électricité. Faut rien exclure. Il y a plusieurs façons de mettre en place des mesures de représailles. On n'est pas ici cet après-midi pour vous dévoiler ce qu'on fera. Voilà. Ben, à suivre. Mais il est minuit moins une, là, parce que tous les premiers ministres semblent assez pessimistes sur ce qui s'en vient la semaine prochaine. Joe Biden, hier, qui faisait vraiment là, son discours. Il avait fait avant un discours
sur une espèce de bilan en affaires internationales, là, de la place des États-Unis dans le monde sous son règne, mais hier, c'était le vrai discours d'adieu. Ah, le vrai chant du cygne, une allocution d'une vingtaine de minutes, entre autres, où il est revenu sur ses grandes réalisations, a demandé aussi aux Américains d'être patients, et il s'est inquiété aussi de la suite des choses. Sans nommer directement Donald Trump ou Elon Musk, il a lancé quand même plusieurs flèches, notamment pour la suite des choses, et il s'est inquiété de voir les États-Unis tomber aux mains d'une oligarchie. Le président sortant a mis en garde contre la concentration du pouvoir. Au sein d'un petit nombre de personnes très, 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 très riches. Pensons, par exemple, à Elon Musk. Qui deviennent à la fois très puissants politiquement très riches. Là. Exactement. Alors, selon Joe Biden, cette oligarchie-là menacerait la démocratie et les droits et libertés élémentaires, craint aussi la montée de l'intelligence artificielle, de la désinformation. Ça fait partie des moments forts, donc, de son discours. Voici Joe Biden. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies, told for power and for profit. La vérité qui est en danger d'être surmontée par les mensonges au nom des profits. Parle évidemment des réseaux sociaux. Il n'a pas répété que si lui avait été là, il aurait gagné, là. Non, il a été plus discret. Il a été plus discret là-dessus. Il y a peut-être eu quelques flashbacks de son débat à CNN. Et un des éléments qu'il inclut à son bilan positif, c'est ce cessez-le-feu qui est maintenant officiel entre Israël et le Hamas. Mais le New York Times raconte une histoire qui, d'une certaine façon, est plus intéressante de collaboration exceptionnelle là, entre les gens de Trump et les gens de Biden. Oui, t'as entièrement raison. D'ailleurs, les deux se disputent la paternité de cet accord-là, hein? Tant M. Trump que M. Biden. Alors que la vérité, probablement, entre les deux, c'est que la coïncidence du travail de Biden combinée à la menace de l'arrivée de Trump a créé et l'usure aussi de cette guerre-là, là, tout ça a créé des conditions pour que tout le monde signe. Oui, c'est un cessez-le-feu qui entrera en vigueur donc ce dimanche, mais même pas encore effectif. Ce cessez-le-feu semble même déjà en péril parce que là, actuellement, les autorités israéliennes accusent le Hamas de vouloir provoquer une crise de dernière minute en revenant sur certains points de l'entente. Alors, ce qu'Israël dit, c'est que c'est une tentative d'extorquer des concessions à la toute dernière minute. Alors, le bureau du premier ministre a choisi de reporter le vote du cabinet sur cet accord-là. Et sur le terrain, il y a eu encore d'autres affrontements. Là, ce matin, il y a eu des bombardements violents. Là. Ah oui, la défense civile fait état de 73 morts dans les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Et quand on regarde le bilan global en 15 mois de guerre, plus de 46 000 Palestiniens ont été tués dans l'offensive israélienne. C'est un cessez-le-feu qui va se faire en plusieurs phases, on comprend, là. Mais quand même, on a bien hâte de voir est-ce que dimanche, ça va tenir? De un, et combien de temps ça va tenir? Ouais. Mais faut se croiser les doigts. Cette fois-ci semble quand même la bonne, mais on sent quand même que c'est fragile jusqu'au dernier moment. Faut dire que on se méfie toujours de Netanyahou parce qu'il y a toujours cette idée en fond de scène que Netanyahou, purement politiquement, la journée qu'il n'y a plus la guerre, on revient à une politique plus régulière. Et qu'est-ce qui se passait en politique régulière avant la guerre pour Netanyahou? Ça allait pas très bien. Non, c'est qu'il s'en allait être poursuivi pour corruption. Tu comprends? Il y avait la police de la corruption aux fesses, là. C'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Ben, c'est ce jeudi, la journée Mark Carney. Oui, enfin, hein, après bien des semaines de rumeurs, Mark Carney qui doit lancer sa campagne aujourd'hui du côté d'Edmonton. On sait qu'il a accordé une entrevue à la télévision américaine un peu plus tôt cette semaine, une entrevue quand même avec Jon Stewart, avec quand même une bonne performance, là, tu sais, mais plusieurs ont questionné le fait, mais pourquoi il a fait cette entrevue-là aux États-Unis plutôt qu'au Canada? Alors, on l'entendra peut-être pour la première fois au Canada. Parce que des émissions humoristiques, il aurait pu aller à Marc Labrèche. Ben oui, effectivement.
Ça serait très divertissant. Voilà, Mark Carney. Non, Je viens vers toi. Quoi? Ça pourrait être très, très drôle. Parce que des ailes de poulet piquantes, c'est dangereux. Non, mais ça a été déjà fait. C'est ça. Ouais, là, on va du vieux ailleurs. stock. C'est du vieux stock. Il y aurait une trentaine de députés là, qui appuieraient déjà Mark Carney. On sait qu'il n'est pas le seul à être sur le point de se lancer. Chrystia Freeland, d'ailleurs, a fait une publication sur ses réseaux sociaux au cours des dernières heures où on la voit attablée avec à peu près 3 tasses de café, 4 téléphones. Et... Ben oui, j'ai vu cette photo-là. Bon, on comprend, étant une table, on imagine qu'il y avait des gens à la table, mais il y a 4 téléphones cellulaires devant elle. Oui. Moi, les gens qui ont 4 téléphones... Oui. Souvent, Ils sont dans les chroniques de Félix Séguin. Souvent, ils se retrouvent, effectivement, des histoires de Félix. Encore, ça, mais je me suis aussi demandé, est-ce qu'il y a tellement de monde qui veulent plus prendre ses appels? Tu comprends? Quand ils reconnaissent, ah bon, c'est Christian, je réponds pas. Numéros. Fait que là, d'autres numéros pour les déjouer, c'est ça? Mais en tout cas, sur son message, elle dit une 5e tasse de thé. Alors, pas du café, du thé, je me corrige. Et les appels n'arrêtent pas, Mario Salaire. Je suis reconnaissante d'avoir la chance de discuter avec vous et d'entendre vos idées. Chers collègues libéraux, j'en aurai plus à dire très bientôt. Il faut comprendre que la date limite pour se lancer dans cette course sprint, c'est le 23 janvier. Alors, Mme Freeland va mettre fin à ce suspense-là très, très, très bientôt. C'est curieux. La photo est curieuse. La photo est pleine d'intrigues. Et pour ceux et celles qui se demandaient, est-ce que M. Trudeau, même s'il n'est plus chef du parti, même s'il n'est plus premier ministre, est-ce qu'il va rester simple député? Y a-tu quelqu'un qui se demandait ça? Peut-être. Moi, j'ai vu cette nouvelle hier, puis je me suis dit, y a-tu quelqu'un qui pense qu'il va rester simple député, qui va faire un autre 8 ans comme député de Papineau? Alors, pour la personne qui se posait la question, la réponse est non. Il ne se représentera pas dans Papineau, il l'a spécifié hier. Bon, Valérie Plante qui a fait connaître ses priorités. Oui, à 300 jours de la fin de son mandat, elle a identifié les grandes questions, la propreté, la sécurité, d'ailleurs le logement, le développement de l'Est avec un tramway, toute la question de l'itinérance également. Et pour ceux et celles qui ont dénoncé, on est 2-3 ici à avoir dénoncé la malpropreté de la ville, il y aura une grande corvée là, qui va avoir lieu le printemps prochain. Alors ça promet. On verra bien le résultat de la situation. Nos collègues journalistes auraient bien aimé questionner Mme Plante, là, mais finalement, ils n'ont pas pu poser de questions à la fin de la présentation de Mme Plante. Mais non, tout qui a avait énoncé, été dit. Ben oui, c'est ça, qui a énoncé là, ses grandes priorités. Alors, une grande corvée, ça aura lieu là, dans les rues de la métropole au printemps. Une grande corvée, une campagne de sensibilisation, dit-on, pour montrer l'importance de faire sa part. Et finalement, il y a un Walmart où s'est déroulée une scène linguistique. Oui, ça a fait le tour du web dans les dernières heures. C'est au Walmart de Vaudreuil-Dorion. On est donc au cours de la semaine dernière. Et il y a un client avec son cellulaire qui s'est mis à filmer, à harceler une employée du Walmart nommée Henriette pour lui poser la question, de dire pourquoi je veux me faire servir en anglais, vous n'êtes pas capable de me servir en anglais. Puis la dame vraiment qui a été d'un calme olympien, elle a très très bien réagi, elle a dit non mais je vais vous rediriger vers quelqu'un d'autre. L'autre insiste, mais alors qu'il parle très bien français, il l'a dit un peu plus tard. Je vous fais, si vous n'avez pas vu passer ça sur les réseaux sociaux, là, voici un extrait de cette vidéo. So you're saying you don't speak English? Non, mais je peux vous aider, je peux aller chercher But un associé. You can't help me in English? Je peux vous aider, je vais aller chercher un associé. But do you understand what I'm saying, ma'am? And you're refusing to help me? Non, je vais aller You don't chercher want to speak to me in English? Je vais aller chercher un associé. What's wrong? Monsieur? See, he doesn't even want your service. Come on, je parle en français, tu sais? Ah oui, mais je vais aller vous chercher quelqu'un si vous voulez But parler why? anglais. But what's wrong with you not being able to serve me in English? I don't Mais get là, it. pourquoi tu me filmes? Because what you're doing is, it's ridiculous. Bon. This is what the Viens state avec of the moi, world viens is. I avec just moi, like viens your avec boss to see Oh, the ouais. type of service we get at Walmart. Parce que Walmart, This la is what people are going to see la also. procédure, Yeah, la of course. procédure, c'est que si je parle pas anglais, Yeah. on va voir un autre But associé. you do speak English. Alors, vous voyez le genre de provocateur, de harceleur. Ça a eu, bien sûr, des retombées politiques, bien des réactions, notamment Jean-François Roberge, ministre de la langue française, qui rappelle que selon la charte de la langue française, il est interdit à un employeur d'exiger la connaissance d'une langue autre que le français. Il a salué le calme, la courtoisie de cette dame là, qui se fait harceler. Là, Mais lui, va-t-il avoir des conséquences? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est juste un client. Il n'a pas commis de crime. C'est juste un client mal poli. Mais ça donne une idée là, de l'État quand même que
de plus en plus, on veut imposer l'anglais. Bon, ce qu'on sait pas, est-ce que le type, c'est un anglophone? Probablement, il semble pas avoir d'accent. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus de gens qui sont ni anglophones ni francophones, qui sont d'une autre langue, veulent aussi imposer l'anglais, là. Oui. C'est même pas leur langue maternelle. Enfin, c'est l'état d'esprit à Montréal. Moi, c'est ce que ça me raconte. Il y a Mel Gibson qui a dérapé. Bon Dieu. Notre bon cœur vaillant a vu des signes et a pensé trouver l'arme fatale pour vaincre le cancer. Il a fait plusieurs appels sous tension. Puis ça a créé le sujet de ce matin. Mel Gibson a participé à un podcast il y a déjà quelques jours, la semaine passée, le fameux balado de Joe Rogan, et il a affirmé que ses amis ont vaincu le cancer grâce à une espèce de... l'ivermectine. Exact. C'est une drogue administrée aux animaux, aux vaches, aux chevaux, général, entre autres. Qui guérissait la COVID? Entre autres, selon les théories du complot. Puis si ça guérit la COVID, pourquoi ça guérirait pas le cancer? C'est ce qu'il a mentionné sur le podcast. I'll tell you a good story. Okay. I have 3 friends. All 3 of them had stage 4 cancer. All 3 of them don't have cancer right now at all. And they had some serious stuff going on. J'ai 3 amis, les 3 avaient un cancer de stade 4. Tous les 3 n'ont plus de cancer désormais. Ils avaient de sérieux problèmes grâce à ce que tu mentionnes, l'ivermectine. Mais là, c'est sûr qu'il y a plusieurs drapeaux rouges là, qui se sont levés, entre autres la Société canadienne du cancer, ici là, au Québec, qui a mentionné que, attention, là, c'est dangereux de penser ça. Il y en a qui ont accordé des entrevues à nos collègues du journal pour dire... Écoutez, on a fait des études exploratoires pour voir s'il y avait peut-être un potentiel mais il n'y a rien qui a été prouvé, il n'y a pas de corrélation non plus qu'on peut faire. Mais c'est fascinant. Pourquoi les complotistes sont accrochés sur un médicament pour les chevaux? Non, mais, tu sais, il y a des mystères. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? Pourquoi l'hiver? De tous les médicaments du monde, pourquoi l'hiver? C'est tannant parce que là, ils se mettent à tellement être convaincus de l'affaire. Puis là, Mel Gibson est connu. Fait que ils se mettent à se créer une espèce de petit écosystème où c'est les autres qui comprennent pas. Puis ils se mettent à se couper du monde. Et Mel Gibson a fait de longues études en médecine. Je présume. Mais en oncologie surtout. Ça me fait penser, moi, à Guylaine Langto. Vous vous rappelez, dans les années 90, elle avait publié La médecine médicale, la mafia médicale. C'est un livre qui avait été vendu. Elle, c'est une ancienne médecin qui a été irradiée du collège du médecin. Puis elle disait, des médecins, elle disait que le VIH, c'était une invention, que ça n'existait pas. Et de là, entre autres, Bernard Lachance, qui avait cessé ses traitements, qui est un jour décédé de ça. Mais elle avait fait des ravages dans le domaine médical parce que c'était le médecin. Oui, mais les gens aiment croire. Tu sais, cette notion, on nous cache quelque chose, puis on nous ment. Là, le peuple adore croire ça. Puis l'ivermectine. Écoute, c'est pas compliqué. Les gens qui vendaient des produits vétérinaires, les cliniques vétérinaires aux États-Unis, pendant la pandémie, étaient obligés de demander des certificats pour que les gens prouvent qu'il y avait des chevaux pour leur vendre l'ivermectine parce que des gens venaient chercher ça pour la COVID. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais tu sais, des pilules, des crèmes miracles, ça n'existe pas. Bienvenue en 2025, ma chère.